Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de À la rencontre de. Si je vous dis une grande gueule, une plume de feu ayant aligné des chefs-d'œuvre comme Mesrine ou encore Un Prophète, ayant également aussi marqué la télé avec la tonitruante saison 2 de Braco, vous avez sans doute deviné de qui je veux parler. Il s'agit bien d'Abdelraouf Dafri, le scénariste prodigieux qui revient avec une nouvelle saison de Braco 3. Rencontre tout de suite avec une grande gueule qui ne l'ouvre jamais pour rien. Bonjour Abdelraouf Dafri. Bonjour Mounir Ben Ali. Bon, ça fait quand même la troisième fois que l'on se voit. Est-ce qu'au bout de cette troisième fois, on peut enfin se tutoyer ? Je sais pas. J'ai des problèmes avec les populations immigrées, moi. C'est vrai ? Avec le tutoiement, le vouvoiement. Mais non, tu déconnes ou quoi ? On va se tutoyer. Ok, pas de souci. Je te reçois ici pour la saison 3 de Braco, qui sortira en Blu-ray en DVD le 7 mars. Si je pouvais résumer Braco 3, est-ce que ça se résumerait à la vengeance du SDPJ 92, avec pour toile de fond une intrigue mafia russe ? La saison 2 était complètement barrée, parce que les conditions de travail étaient complètement barrées. C'est une blague à l'italienne. C'est un gag de la 4e dimension, les conditions de travail. La saison 2 a été écrite et réalisée dans des conditions extrêmes. On n'a pas un formidable budget, il est supérieur à ce que la télévision française donne habituellement, parce que Canal se donne les moyens. J'ai de la chance d'avoir Claude Chely comme producteur qui ne cherche pas à penser à sa marge bénéficiaire, mais plutôt à offrir un spectacle aux gens. Je casse tout ce que Marshall a fait sur la saison 1, mais de manière complètement préméditée. D'ailleurs, j'avais prévenu le créateur, je lui avais dit, écoute, moi la saison 1, le pathos des flics, le truc, j'en ai rien à secouer, moi. En plus, les fans de Marshall ont déclaré que la saison 1 était super réaliste. Ok, mais moi je connais des policiers qui sont encore en activité. La saison 1, elle n'est pas réaliste. Le mal-être des policiers, probablement. Mais je connais des policiers qui se sentent très bien dans leur peau. Hein. Ils adorent arrêter des Arabes et des Noirs, frapper des suspects. C'est un boulot qui les éclate. Hein. Eux, ils pleurent pas. Hein. Et la saison 3 est un mix entre l'atmosphère noire, mais sans pathos, de la première saison, et le côté va-va-boom, un peu entertainment de la saison 2. Donc, on a tout ça. Parce que Braco, c'est pas The Wire. Faut qu'on arrête de déconner avec ça. Si The Wire passe demain sur TF1, ils feront moins d'1 million de téléspectateurs. L'hypocrisie, il faut qu'elle s'arrête. On regarde toujours ce que font les Américains dans le côté introspectif et compagnie, mais le public français, pour arriver au Soprano, il faut avoir fait avant ça Les Affranchis, qui est quand même plus rapide, qui est moins cérébral. Il faut avoir fait les Casino. Ils ont une mythologie du western et du polar, les Américains. Et petit à petit, il y a un glissement vers un mix de l'énergie américaine et du cérébral européen. Ça, c'est un glissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir une femme sans avoir été une adolescente. C'est pas possible. On loupe des trucs. Donc, on ne peut pas passer de la puberté à la ménopause en 15 jours. Donc, tout ça, ça s'étale sur le temps. Donc, le mental des téléspectateurs doit suivre. Nous, les Français, le public français, il est passé du gros Navarro à la Starbé de Julie Lescaut à tout d'un coup Braco. Donc, le choc thermique, il est violent. Comment est venue cette idée d'acérer cette fois-ci la mafia russophone ? C'est Claude Chely. C'est le producteur. C'est le producteur Claude Chely qui est plus qu'un producteur. C'est un type très très intelligent. Moi, j'apprends beaucoup aussi avec lui parce qu'il est dans le métier depuis plus longtemps que moi. Moi, je suis scénariste depuis une dizaine d'années. Claude, ça fait presque, il va pas aimer ça, presque 40 ans qu'il est dans le métier. Donc, il a fait des séries. Il a travaillé il y a très longtemps avec Olivier Marchal sur Police District. Donc, il a fait la série Reporter pour Capa, qui a été diffusée sur Canal+. Donc, c'est un type très intelligent, très cultivé, qui connaît bien les séries américaines comme n'importe quel jeune de 19, 20, 25, même plus. Il regarde tout ce qui sort. Et il me dit, saison 3, on fait la mafia russe. J'ai dit, génial, j'en avais marre de voir des Arabes et des Noirs. Donc, on va changer un peu.
On va sortir du cliché méchant maghrébin, méchant noir. Enfin, on va sortir de ces conneries-là. Et en plus, la mafia russe, telle que me l'avait présenté Claude, je lui ai dit, on fait pas les oligarques. C'est-à-dire, on fait pas les mecs habillés comme Tony Montana, les bling-bling. On va faire les Vorvezakon, qui sont une confrérie qui est née dans les goulags de Staline et de l'URSS, qui incluait des pays comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan, tous les pays de l'Est. Ils se tatouaient comme nos Français au début du XXe siècle, ce qu'on appelait les bataillons d'Afrique, les tatoués. Les durs, les vrais, les tatoués. Ouais, les durs, les vrais, les tatoués, comme dans le film avec Fernandel, là, la chanson de Raphaël. C'est-à-dire des insignes qui disent des choses. Par exemple, un assassin des Vorvezakon, étoilé, c'est-à-dire qu'il a des étoiles là et là sur les genoux, ça veut dire que ce type-là ne se mettra pas à genoux. Et la plus grande difficulté, c'était pas justement de trouver un casting qui parle à la fois russe et qui incarne aussi ses gueules. Là, il faut féliciter Sylvie Brocheret. Quand Claude Chely m'a parlé de faire la mafia russophone, je lui ai dit, on va la faire à la HBO, quoi. On va prendre des acteurs qui parlent russe, qui parlent français. Je veux surtout pas d'un truc genre TF1 ou France Télévisions avec des mecs qui font « Ah, nous avons la cocaïne dans le marché ». Ça, c'est pas possible. Donc là, la difficulté, c'était sur la saison 3, tout tient sur les Russes. Si on ne croit pas aux Russes, la saison est morte. Donc on est allé chercher des acteurs dans le monde entier, aux États-Unis, en Russie, en Géorgie. Il y a eu un casting. Et on a trouvé des acteurs français qui sont nés en France, qui n'arrivaient pas à trouver de travail. Leurs parents étaient russes. Ils sont retournés dans le pays de leurs parents, au Bled, en Russie. D'ailleurs, ils jouent les frères Batourine. Ils ont fait du théâtre là-bas. Ils sont revenus quand ils ont appris qu'on cherchait des acteurs qui parlent couramment le russe. Lizzie Brocheret ne parle pas russe. Elle l'a appris exprès. Marc Ivanir, lui, qui a donné la réplique à Robert De Niro, à Philip Seymour Hoffman, le regretté Philip Seymour Hoffman. Il a tourné sous la direction de Steven Spielberg, Marc Ivanir. Il est russe-israélien et il ne parle pas un mot de français. Donc c'est une vraie performance dans Braco 3. Toutes ses répliques en français, il les a apprises avec un coach. Il s'est même amusé à improviser en français. Ça, c'est le mec, c'est l'acteur studio. Et lui et Jean-Hugues Anglade, ensemble, sur un plateau, waouh. Tu évoquais justement Lise Brocheret, qui incarne Oriane Beridze, cette nouvelle femme forte de la saison 3 de Braco. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son rôle ? Lizzie Brocheret interprète Oriane Beridze, qui poursuit une vendetta contre Kaplan. Ce que je peux te dire, c'est qu'on va découvrir pourquoi elle mène cette vengeance dans l'épisode 6. Voilà. C'est-à-dire que quand on arrive à l'épisode 6, en regardant Braco 3, on se dit, putain, le monde est petit. C'est une obsession pour toi d'aller à contre-courant concernant les personnages de femmes. On a vu que déjà dans la saison 2, tu aimais les femmes fortes. C'est encore le cas ici. Précise ta pensée en termes d'image au niveau de femmes fortes. Parce que j'ai un Facebook... Je ne tiens pas, parce que toutes les femmes de plus de 70 kilos m'appellent. Je ne parlais pas dans un contexte pondéral, je parlais dans un contexte psychologique. Alors, il y a un problème en France dans la création des personnages féminins. Moi, j'ai grandi avec des personnages féminins extraordinaires. J'adore l'actrice Gena Rowlands et j'adore ce que John Cassavetes a fait avec Gloria. Gloria est un de mes polars préférés. Et en France, on a toujours l'habitude, quand je dis on, je parle des scénaristes. On a toujours l'habitude de créer des femmes un peu faibles, des petites choses. C'est soit des putes, soit des bonnes épouses. C'est pas vrai. Dans l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire du milieu et de la mafia, si on peut appeler ça comme ça, les femmes ont une place prépondérante. Et moi, j'ai grandi dans le monde réel avec des femmes de caractère, avec une vraie personnalité, qui sont capables de t'envoyer chier qui que tu sois, quel que soit ton degré de malfaisance et de méchanceté. C'est des femmes qui ne reculent pas. Et j'adore écrire des personnages de femmes qui envoient le bois. Dans la saison 2, Madame Arifa, ça a été un pur bonheur. C'est une mère de famille qui a grandi seule avec ses gamins.
Et c'est carrément une marraine de la mafia. Ah, c'est une vraie lionne. C'est une vraie lionne. Elle n'a peur de rien et elle va au charbon. Et en même temps, c'est une mère protectrice. En fait, c'est une mère juive avec un calibre 9 mm. Et Lizzie Brocheret, la comédienne, c'est une jeune femme qui est à la fois gentille, douce, très belle. Et elle a compris ce qu'était le personnage. Et quand Claude Chely m'a montré ses essais, avant de me montrer ses essais, Claude Chely m'a dit « Je vais te montrer ce qu'elle fait aux États-Unis parce qu'elle joue dans American Horror Story, la saison 2. » Et il me dit « Je vais te montrer ce qu'elle fait. » Et il me montre une scène dans American Horror Story où on voit Lizzie Brocheret avec une hache à la main et elle défonce un mec. J'ai dit « That's my girl. » Il y a la mafia russe, il y a des femmes fortes, et il y a aussi l'incarnation de la folie pure, inexpliquée, et qui est interprétée par, honnêtement, l'impressionnant Geoffroy Thibault, autrement dit Mister Vogel. Alors, pourquoi l'avoir fait dériver justement vers cette folie? c'est une bonne question, je vais l'expliquer, c'est très intéressant. Quand j'écris sur le papier, on est à la limite de la caricature. Si le comédien n'est pas assez intelligent, il vaut mieux qu'il soit même très intelligent. C'est le cas de Geoffroy Thibault. S'il ne comprend pas que c'est une base et qu'il faut qu'il y ajoute sa propre humanité, on est dans un truc de caricature pure, et là, c'est mort. Pourquoi j'ai fait glisser Vogel? Ça a surpris beaucoup de gens. En vérité, Vogel, il est déjà défoncé dans la saison 1. Je rappelle aux gens qui ont regardé Braco, dans la saison 1, il y a une scène, il va chercher une pute de luxe qui est maquée avec Kaplan. Il l'a fait monter dans sa voiture. Elle sort d'un palace à Tapin. Donc, elle monte dans la voiture avec lui. Il lui met un coup de pression. Et il lui dit, je suis sûr, t'as de la thune sur toi ou de la drogue parce que tu tapines. Enfin bon. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette séquence? C'est dans la saison 1, c'est pas dans la saison 2. Qu'est-ce qu'il fait dans cette séquence? Il prend sa main et il lui glisse la main dans le vagin comme s'il glissait sa main dans un tiroir. Et là, j'ai regardé, je me suis repassé plusieurs fois la séquence. Je fais, là, ce mec-là, il est fondamentalement dérangé. La particularité de cette saison 3 par rapport à la 2, c'est qu'elle est encore plus sombre et plus violente. Je pense qu'il y a une hypocrisie en France par rapport à la violence qu'il y a dans les fictions. Quand il n'y en a pas assez, on dit qu'elle est mollassonne. Quand elle est présente, on dit qu'on s'y plaît. C'est quoi ton point de vue là-dessus concernant la violence? C'est simple. Les Français sont des hypocrites. Mes compatriotes sont des gros hypocrites. Ah, mais pendant la guerre de 40, on a sauvé des Juifs. Ah bon? Et le Veldiv et Drancy, c'est quoi? Ils se sont réunis tout seuls là, pour tomber dans les bras de la Gestapo, quitter la France? Ah non, mais la colonisation, ça a eu du bon. Ah bon? T'es sérieux quand tu parles comme ça? La France est un pays d'hypocrites. Quand ils regardent des séries américaines et qu'ils voient de la violence aux États-Unis, ils se disent « c'est parce que les Américains, fondamentalement, c'est des barbares ». Ça, c'est le mental français. Mais quand on met de la réalité, de la violence dans la société française, là, ils disent c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas, faut pas montrer ça. On est les champions du monde pour glisser notre merde sous le tapis en faisant croire que c'est le tapis qui est épais. Est-ce que cela explique les séries que l'on a d'habitude? Bien sûr, parce que les gens s'autocensurent. Moi, par exemple, il y a des tas de gens qui me disent tu dois être un peu dérangé pour écrire ce que t'écris. C'est-à-dire, c'est tellement simple. C'est-à-dire, c'est le facteur qui vous ramène la mauvaise nouvelle qui est responsable de la mauvaise nouvelle parce que vous n'avez pas payé vos factures. Donc, il faut tuer le facteur. Si vous payez vos factures, lui, il n'a pas besoin de vous ramener une relance. Donc, ce pays est fondamentalement hypocrite et refuse de regarder en face sa propre histoire et criminelle et sociale et historique.
son rapport avec les autres populations à l'époque où c'était un empire colonial. Tant qu'on ne regardera pas notre capacité à user de la violence et surtout à en avoir abusé, on continuera à dire que le scénariste, par exemple moi en l'occurrence, il exagère, il y a trop de morts, ça se passe pas comme ça dans la réalité. Ok. Moi je veux bien. Mais alors qu'est-ce qui se passe à Marseille? C'est des jeunes qui sont contents, ils sont pas contents parce que Zlatan ne joue pas dans leur équipe. Non mais le trafic de drogue en France c'est une réalité. Les détournements de fonds publics c'est une réalité. Les règlements de compte entre gangsters, on a quand même une histoire depuis le début du siècle, depuis Carbone et Spirito à Marseille, qui est quand même assez grandiose. Voilà. Donc, quand on me dit braco et violent, c'est un divertissement. La différence entre le cinéma et la fiction télé et la réalité, c'est que moi, quand on crie coupé, les morts se relèvent. Il y a une tradition dans cette émission, Abdel, c'est de revenir sur le parcours de celui que je reçois. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à devenir scénariste, en fait. C'est hyper simple. J'ai 49 ans. J'ai donc grandi avec le cinéma français des années 80 et celui des années 90. Je me suis dit, c'est tellement nul à chier. Forcément, intelligent comme je suis, j'ai ma place là-dedans. C'est comme Robert Mitchum. Robert Mitchum, un jour, on lui a dit, mais pourquoi vous avez voulu faire comédien? Il dit, bah vous savez, j'étais au chômage et j'ai vu un film avec la chienne Lassie. Je me suis dit, tiens, acteur, c'est ça, si un chien peut faire le job, pourquoi pas moi? Donc ça a pris du temps. J'ai eu cette réflexion arrogante. Parce que ça, je sais que certains vont dire « Oui, il est arrogant !» Comme Mohamed Ali. Et donc, je me suis dit, dans les années 90, il faut travailler. Mais ça prend du temps. Donc, il faut réfléchir. Je n'ai aucune base. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Tout ce que j'ai comme base, c'est les livres que j'ai lus. C'est les livres, les films que j'ai vus, les interviews de grands réalisateurs comme John Ford, Howard Hawks, qui expliquent, André de Toth, des grands metteurs en scène du XXe siècle, qui expliquent ce qu'est raconter une histoire, ce qu'est faire un film. En 95, j'envoie 2 scénarios. Un à la télévision, c'est une société qui s'appelle Protecrea, qui était une filiale de TF1, et j'envoie un scénario où j'écris un épisode du Commissaire Moulin. Et j'envoie un scénario, une histoire de gangster, à Canal+ Écriture, qui cherchait de nouveaux scénaristes, et qui est dirigé à l'époque par Nicolas Boukrieff. On est en 95. Mes 2 scénarios arrivent. 3 semaines plus tard, je reçois un coup de fil de ces gens-là. Les 2 scénarios, les gens avaient mordu à l'hameçon. Et le Martin Brossolet qui dirigeait la collection, et puis du Commissaire Moulin, et il me dit c'est super ce que tu as écrit, tu sais, ça va être compliqué, blablabla. Et j'avais envoyé à l'époque mon scénario sous mon pseudo de mec de radio qui s'appelait Francis Panama. Et quand ils ont reçu mon scénario, ils ont trouvé que j'avais une plume et ils m'ont dit on va te faire un contrat. Donc j'ai dû présenter mon vrai pédigré, Abdel Raouf Dafri. Et là, il y a une personne chez Protecrea qui m'a dit en rigolant, une nana super sympa, et elle m'a dit « Heureusement que tu as envoyé ton scénario sous le nom de Francis Panama, parce que si tu l'avais envoyé sous ton vrai pédigré, c'est poubelle directe. » Ah, je me suis dit donc tout ce qu'on raconte sur TF1, c'est vrai? À Canal+, je suis reçu par Nicolas Boukrieff. On est en 1995. Et je vais vous donner une idée de ce qu'est la situation en France, dans le cinéma, en 1995. Et Nicolas Boukrieff lit mon scénario. Et il me dit « T'as le sens du dialogue, t'as le sens du rythme. Le seul problème, c'est un polar. » Je fais « Depuis quand c'est un problème dans le pays de Jean-Pierre Melville, d'Henri-Georges Clouzot, de Verneuil? Depuis quand ?» Il me dit « Aujourd'hui, on fait dans le cinéma d'auteur. On est plus dans cette catégorie de la fémis. J'ai fait de l'art. » Il me dit « Le polar, c'est mort. » Je retourne dans mon nord, dans le pays ch'ti, et je reviendrai quand le cinéma français sera prêt à faire du film de genre. Ça a pris quelques années. Et Canal+ Écriture a changé de main, c'est-à-dire que Nicolas Boukrieff est devenu metteur en scène. Et c'est François Cognard, un ancien de Starfix, le magazine de cinéma Starfix, qui s'est retrouvé à la tête de Canal+ Écriture.
Et François Cognard, je l'appelle parce que je reçois un coup de fil qui me dit « Tu peux l'appeler, il s'intéresse au polar ». J'appelle François Cognard. François Cognard me présente un certain Marco Cherki. Et à Marco Cherki, je raconte un film qui s'appelle Le Prophète. Et d'ailleurs, justement, toi, Abdel, toi qui écris maintenant depuis 10 ans, est-ce que ça te démange pas de passer derrière la caméra, toi aussi? Si, je suis obligé parce que j'ai eu une expérience malheureuse récemment. Moi, je suis un peu naïf. J'ai démarré dans le métier avec des réalisateurs comme Jacques Audiard, Jean-François Richer, qui ont sublimé les scénarios que j'avais écrits. Et là, je me suis retrouvé récemment avec un baltringue sur le Gibral Nanar, qui a rien compris au scénario, qui n'en a fait qu'à sa tête. Le film, c'est un navet, le film est mauvais, et en plus, c'est un échec en salle. J'ai fait le tour un peu de certains réalisateurs. Sur Braco, j'ai eu beaucoup de chance. À la télévision, c'est très différent. Le pouvoir à la télévision, il est du côté du producteur et du scénariste. Donc, parce que la chaîne achète un scénario, elle valide un scénario, donc c'est ça qu'elle veut voir tourner. Donc le réalisateur, le plan de travail étant très serré, la chaîne ayant validé, il ne peut pas aller contre la chaîne en disant ah, alors là sinon c'est juste du grand n'importe quoi. Donc en télé, le scénariste, c'est le patron. Au cinéma, non. Mais si on tombe sur des gens comme Audiard ou Richer, c'est bonnard. Mais quand on tombe sur des mecs comme Leclerc, là, c'est la Bérésina, quoi. Je suis obligé pour mon prochain film, pour le cinéma, d'écrire, de le réaliser. Tu vas passer la réalisation. Donc je vais le réaliser. J'ai déjà des producteurs, c'est en cours de négociation, j'ai des producteurs. Le sujet, ce sera la guerre d'Algérie, c'est une fiction, comme Le Prophète était une fiction à l'intérieur des prisons françaises, et bien là ce sera une fiction à l'intérieur de la guerre d'Algérie. Et ce sera quelque chose qui sera très frontal, très brutal. Ce ne sera pas le pauvre héros français perdu dans la guerre d'Algérie. Non, non, non. C'est une équipe de mercenaires. Et autour d'eux, ils traversent l'Algérie en guerre. Et là, on va voir ce que l'armée de mon pays, l'armée française, a fait en Algérie. Abdel, toi qui écris depuis longtemps, je voulais que tu me donnes ta propre définition de ce que c'est qu'une bonne histoire. Une bonne histoire, c'est principalement de très forts personnages. Parce que l'histoire, c'est la métaphore d'un propos original et qui est la photographie d'une époque donnée pour un pays. Quand on regarde les films américains des années 50, on voit la société des années 50. Quand on regarde les films américains des années 70, on voit la photographie des années 70. En France, quand on regarde le cinéma des années 80, on ne voit pas vraiment la société française. C'est-à-dire qu'une bonne histoire doit contenir de l'action, de la violence, un propos politique, parce que le cinéma est aussi un art politique. Quand on regarde les films italiens des années 70, on retrouve la photographie émotionnelle et humaine et politique de l'époque. L'italien des années 70, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Entre-temps, il est devenu un peu plus cynique, un peu moins plein de vie. On n'a plus des Nino Manfredi. Aujourd'hui, le bouffon suprême, c'est Berlusconi. Pour moi, c'est la photographie, puisqu'on parle de cinéma, une bonne histoire, c'est la photographie d'une époque dans ses émotions, dans son parfum et dans sa condition sociale. Eh bien, merci pour cette définition, Abdelrahman Dafri. On rappelle que Braco 3 sortira en Blu-ray en DVD le 7 mars. Et quant à moi, je te souhaite bon courage pour ta première réal. Et je te dis à très bientôt, peut-être pour une 4e interview.